Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Dans les limites de ma cellule de 10x10, je pouvais distinguer vaguement des formes et des ombres. Bien que je sache que je devrais dormir, mes pensées vagabondaient au lieu de me reposer. Incapable de me débarrasser des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer, alors que des pas approchaient, je commençais à compter 7, 8, 9, 10. Puis je le remarquai, me regardant fixement. Son expression était sévère, dénuée d'émotion, comme les autres dans cet endroit. Il accomplissait ses tâches, effectuant ses rondes nocturnes sans chercher de compagnie. Je ne pouvais même pas déterminer s'il avait remarqué que je lui rendais son regard, mais cela importait peu. Il était dehors et j'étais dedans. Lorsqu'il passa devant ma cellule, j'arrêtai de compter, c'était futile, il ne reviendrait pas avant 92 minutes. En fixant le plafond, je réfléchissais à mes plans après ma libération. Dans 5 jours, je me réveillerai et franchirai ces portes pour la dernière fois. Ayant purgé près de 7 mois de ma peine d'1 an, je reprendrai bientôt mon travail, mais peu de choses resteraient les mêmes, et j'en étais bien conscient. Mon frère aîné avait pris soin de ma voiture, de ma maison et géré le peu qui restait de mes économies après les frais juridiques. Étais-je encore enragé ? Enragé, capturais à peine la profondeur de mes émotions persistantes, mais je les avais enfouies profondément, les réservant pour après ma libération. Je comprenais maintenant pourquoi ceux qui purgent de longues peines émergent comme des coquilles vides, toute trace d'humanité est arrachée dès l'entrée. Tout est une question de survie. Comparé à l'établissement du Nord pour les délinquants endurcis, cet endroit ressemblait à une station balnéaire. Alors, je fermai à nouveau les yeux et, pour la énième fois, j'essayai de m'endormir, espérant avoir de la chance cette fois-ci et obtenir quelques heures de sommeil. Je rêvais de mon ancienne chambre, celle avec les stores occultants. Je savais que cette pièce, comme tout le reste dans ma vie, ne serait plus jamais la même. Je viendrai te chercher mardi prochain, m'expliqua mon frère Gary au téléphone dans le centre des visiteurs de la prison lors de notre dernière conversation. Nous nous regardions à travers la paroi en plexiglas qui nous séparait, espérons-le pour la dernière fois. Quelque chose que tu veux manger pour ta première nuit dehors ? Un steak, un gros steak, saignant, dit Gary en souriant à ma demande. Steve, tu es trop facile. Je pensais que tu demanderais quelque chose d'un peu plus difficile à faire passer devant ma femme. Tu resteras avec Andy et moi jusqu'à ce que tu puisses t'installer à nouveau. Je sais qu'il n'y a plus de nourriture ni beaucoup de meubles dans ta maison. Ça te donnera le temps d'acheter ce dont tu as besoin. Ce ne sera pas le Ritz-Carlton, mais au moins ce sera propre, et tu pourras aller et venir à ta guise. Il sourit, moi, non. Je veux te remercier, commençai-je à dire avant qu'il ne m'arrête. Oublie ça, nous sommes une famille, et c'est ce que fait la famille les uns pour les autres. Et ne t'inquiète pas pour maman et papa, je sais qu'ils finiront par se calmer une fois que tout cela se tassera. Mais nous savions tous les deux que cela ne serait pas avant un bon moment, si jamais. Tu as vu mes enfants récemment ? La dernière fois, c'était il y a environ 2 week-ends chez maman et papa. Heather a l'air à peu près pareil, mais John a maintenant cette stupide coupe de cheveux en forme de taureau qui est à la mode, ça ressemble à ça, et je lui ai dit. Tu sais ce que ce petit insolent m'a répondu ? Il a dit que je n'étais pas son père et qu'il n'avait pas à m'écouter. Je l'aurais giflé, mais maman était juste là. Tu vas avoir du pain sur la planche avec celui-là. Je savais que John n'aurait jamais osé dire une telle chose en ma présence, même si j'étais son père. Il ne vivrait pas avec moi quand je sortirais, lui et sa sœur seraient avec leur mère, du moins pour un temps. Tant pis, j'avais le temps. Bon sang, j'avais tout le temps du monde une fois sorti de ce trou. J'attendrais le moment parfait, je n'étais pas pressé. Bien que le divorce soit déjà finalisé, je possédais encore la moitié de la maison. Cathy me devrait environ 65 000 $ pour me racheter. Je savais qu'à ce stade, elle avait probablement vidé notre coffre bancaire et pris toutes nos obligations et cédé. Heureusement, j'avais donné à mon avocat une liste de tout avec les numéros de série, donc il n'y aurait aucun doute sur qui possédait quoi une fois que je serais libéré, et ce serait plus tôt que tard. Cathy et mon ex-ami Bob m'avaient vraiment fait un sale coup, me servant pratiquement mes couilles sur un plateau d'argent. Mais c'était du passé. J'avais été pris au dépourvu et mal préparé la première fois, cela n'arriverait plus jamais, du moins pas de mon vivant. Alors, j'attendais, me souvenais et anticipais des jours meilleurs dans l'avenir, quand je serais sorti de cet endroit pourri.
Ce n'est qu'alors que je pourrai reconstruire ce qui restait de ma vie personnelle et commencer un nouveau chapitre, en fermant l'ancien dans le processus. J'espérais pouvoir tenir le coup jusque-là. Les jours avant de finir en prison étaient bons, vraiment bons, parce que je n'avais jamais vu ça venir. Quelques semaines avant même d'aller en prison, certains de mes soi-disant amis venaient me voir en disant qu'ils savaient que quelque chose se passait mais n'avaient rien dit. À quoi diable tout le monde pensait-il ? Pensait-il que j'étais au courant et que ça m'allait ? Chacun de ces gens devait savoir que je n'aurais jamais toléré ça, mais je suppose qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans les problèmes de quelqu'un d'autre. La plupart des gens avaient assez des leurs. Nous avions un excellent mariage, du moins je le pensais. 12 ans et counting, 2 enfants, une belle maison et des emplois dont nous pouvions tous les deux être fiers. Bien sûr, il y avait quelques désaccords mineurs de temps en temps, quel mariage n'a pas quelques aspérités ? Mais j'aimais ma femme à en mourir et je n'avais jamais rêvé de ce dont elle était vraiment capable. Nous n'avions pas une foule d'amis, nous traînions surtout avec quelques couples du quartier. La majorité était mariée depuis plus de 7 ans et avait à peu près le même âge que nous. Nous avions tous au moins 2 enfants, à l'exception de Bob et sa femme Connie. Ils essayaient depuis toujours d'avoir un enfant, mais rien ne fonctionnait. Je suppose que Cathy savait la vraie raison, mais moi, eh bien, j'essayais de rester en dehors de ça et des affaires personnelles de tout le monde. Nous étions proches, mais je ne voulais pas être aussi proche. Une chose qui devint finalement évidente pour tout le monde dans notre groupe était la quantité d'alcool que Connie commençait à consommer. Comme personne n'avait à conduire pour rentrer, la ligne de buffet d'alcool lors de nos fêtes était plus abondante que si vous deviez prendre le volant. Nous vivions tous assez près pour que n'importe lequel d'entre nous puisse presque ramper jusqu'à chez lui s'il le fallait. Son problème d'alcool a commencé il y a environ 1 an et s'est progressivement aggravé. Au début, Connie était juste beaucoup plus mélancolique, mais après quelques mois, ça a commencé à devenir un peu moche, puis très moche. Bob buvait très peu parce qu'il avait les mains pleines à s'occuper de sa femme. « Bob, chérie, apporte-moi un autre verre, veux-tu » Ça commençait au début de la soirée, à la fin, elle lui disait de bouger son cul inutile et de lui apporter un foutu verre. Plus d'une fois, il a dû pratiquement la porter chez eux, tellement elle était ivre. Je me sentais désolé pour lui, mais c'était son problème, pas le mien. Connie était en grande forme ce soir, dis-je en me déshabillant et en me préparant pour le lit. Je pense qu'elle s'est évanouie plus d'une fois. Je suppose que la principale raison pour laquelle Greg et Judy sont partis tôt, c'est parce que Connie a commencé à enlever ses vêtements et a demandé à Greg de l'aider. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un la laisse entrer dans cette piscine. Je me sens encore plus désolé pour Bob, répondit ma femme en jetant ses shorts et son haut sur la chaise à côté de notre lit. Je sais que Connie est dévastée de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais s'en prendre à son mari est la mauvaise approche. Je lui ai dit qu'elle pouvait adopter, mais elle n'écoutait pas. Elle a simplement dit que si son mari était plus homme, il ne serait pas dans ce pétrin. Eh bien, soit ils régleront ça, soit ils divorceront, dis-je à ma femme. Je sais que Bob ne va pas supporter ça beaucoup plus longtemps. Tu sais que nous sommes tous censés sortir dîner la semaine prochaine ? J'espère qu'elle sera sur son meilleur comportement, bien que je n'y compte pas trop. J'avais un peu envie qu'on n'y aille pas. Je lui parlerai cette semaine, peut-être qu'elle se calmera pour une soirée, dit ma femme, essayant d'être optimiste. Je ne peux qu'espérer, répondis-je. Mais Connie ne s'est pas calmée. Garçon. Garçon, criait Connie à tous ceux qui passaient près de notre table. Comment une fille est-elle censée avoir un verre dans cet endroit, de toute façon, demanda-t-elle, en bafouillant ses mots. C'est alors qu'elle s'en prit à Bob pour la 2e fois. Il était sur le point d'exploser quand j'essayais de désamorcer la situation. Allez, Connie, tu m'as promis une danse ce soir, tu te souviens, dis-je. Je posai son verre sur la table et la tirai sur la piste de danse du salon. Elle commença à protester, mais j'étais déjà debout, ne prenant pas non pour réponse. Nous étions proches d'être expulsés à cause d'elle, et je faisais de mon mieux pour essayer de faire quelque chose, n'importe quoi à ce stade. Je la portai autour de la piste de danse pendant 3 chansons. Je vis ma femme parler à Bob, qui semblait plus bas que terre, quand nous dansâmes près du couloir. Connie s'excusa, disant qu'elle devait aller faire pipi. Je la dirigeai vers la porte des toilettes pour dames et la fis entrer doucement. Quand elle ne fut pas sortie après 5 minutes, je me demandais quoi diable faire ensuite. 2 femmes commencèrent à entrer, et je leur demandai si elles pouvaient vérifier comment allait Connie. Ce n'était pas bon. Porte-t-elle une robe jaune vif ? Demanda l'une des dames en sortant la tête par la porte.
Quand je hochai la tête pour dire oui, elle secoua la tête. Elle est évanouie dans l'une des cabines. Si vous voulez, je monterai la garde pendant que vous irez la chercher. J'entrai, la relevai du mieux que je pus près du lavabo et lui éclaboussai le visage d'eau froide. Cela aida pendant une seconde ou deux, mais ensuite ses jambes fléchirent à nouveau. Je finis par pratiquement la porter jusqu'à notre table. Bob, laisse-moi t'aider à mettre Connie dans ta voiture. Elle est complètement inconsciente, et je ne pense pas qu'elle va se réveiller de sitôt, dis-je, debout à la table, soutenant une Connie très ivrée et hébétée. Bob ne pouvait cacher son embarras et sa colère. Steve, je peux prendre le relais d'ici. Rassieds-toi, et je m'en occuperai. Ce n'est pas la première fois, mais ça va définitivement être la dernière, dit-il contre mes objections. Je la portais dehors pendant qu'il attrapait le sac de Connie et disait au revoir à tout le monde. Je couchai Connie sur le siège arrière et tapai dans le dos de Bob. Désolé, mec, que dire d'autre? Merci pour ton aide ce soir. Je suis à bout de nerfs et je n'ai aucune idée de quoi faire ensuite. Vous deux devez voir un conseiller. C'est sûr que ni l'un ni l'autre ne peut résoudre ça tout seul. Si tu as besoin d'un peu de soutien moral, appelle Cathy et moi, nous t'aiderons de toutes les manières possibles, d'accord, suggérai-je. Je lui donnais surtout des paroles en l'air, mais ça sonnait bien. Nous ne pouvions pas réparer leur situation, et à vrai dire, leurs problèmes étaient probablement trop avancés pour que quiconque puisse les résoudre à ce stade. Je leur donnais quelques mois au plus. Je n'étais pas trop loin, mais personne ne s'attendait au dénouement final. Il était juste après 22h30 un jeudi soir, 3 semaines plus tard, quand nous entendîmes les sirènes et sortîmes par la porte d'entrée pour voir ce qui se passait. Je vis une multitude de lumières vives au bout de notre rue. Il semblait que tout le quartier courait dans la rue vers le tumulte. Je criai à Cathy, « Reste ici, je vais voir ce qui se passe. » Je courus vers la scène avec le reste du quartier. Ce n'était pas joli. Tout le monde dans le quartier regardait l'équipe de secours incendie forcer la porte du conducteur de la voiture de Bob. Que se passe-t-il? Bob va bien, demanda quelqu'un. Ce n'est pas Bob, c'est Connie, dit une autre personne. Ils se disputaient, elle a pris les clés de Bob et a couru dehors, et monté dans la voiture. Il a essayé de l'arrêter, mais elle a mis la voiture en marche et a filé dans la rue. Je pouvais voir qu'elle n'était pas allée loin. Mon informateur continua d'expliquer la situation troublante. Connie a percuté une voiture garée dans la rue à environ 40 miles par heure ou plus. J'étais sur le point de demander comment elle allait quand l'ambulance arriva. Ils la mirent sur une civière, l'entassèrent à l'arrière et partirent en moins de 30 secondes. Je vis Bob monter à l'arrière avec elle à la dernière minute. Le spectacle était terminé. Leur porte d'entrée était grande ouverte, et toutes les lumières étaient encore allumées à l'intérieur de la maison. D'après ce qu'on pouvait voir, Bob et Connie avaient eu une vraie bagarre. Des objets étaient éparpillés partout sur le sol. J'appelai Cathy depuis le téléphone de Bob et lui racontai ce qui s'était passé. Je fermai sa maison, laissant une note sur la porte d'entrée disant que j'avais ses clés de maison. « Comment va Connie ?» demanda ma femme Cathy quand je rentrai enfin à la maison. « Pas bien. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité et a dévié juste avant de percuter l'arrière de la voiture de quelqu'un. L'airbag s'est déployé, donc elle n'a pas heurté le volant, mais sa tête a frappé la vitre côté conducteur assez fort pour la briser, expliquai-je. Les flics ont dit qu'elle roulait à environ 35 miles par heure. Bob est allé à l'hôpital avec elle, donc nous devrons juste attendre. Ne penses-tu pas que nous devrions y aller, chérie? Bob va avoir les mains pleines ce soir. Nous irons là-bas demain quand tout se sera calmé. Pour l'instant, nous devons aller au lit. Demain arrivera beaucoup plus vite que nous le voudrions. Nous nous embrassâmes pour nous souhaiter bonne nuit, mais ne dormîmes pas beaucoup, tous les deux ayant Connie en tête. Vers 11h le lendemain matin, mon téléphone portable sonna. « Steve, Connie est sous assistance respiratoire », cria ma femme au téléphone. « Je quitte le travail maintenant. Bob est dans tous ses états, et quelqu'un doit être là avec lui. Rejoins-moi là-bas quand tu pourras, dit-elle frénétiquement avant de raccrocher. Bon sang, ce gars ne pouvait pas avoir de répit pour sauver son âme. En route pour l'hôpital, j'achetai un déjeuner pour nous trois chez un McDonald's à proximité. J'appelai les parents de Cathy pour récupérer les enfants à la maison après l'école. Je marchai tranquillement dans le couloir jusqu'à la salle d'attente où ma femme et 3 autres personnes consolaient Bob. « Comment va-t-elle » demandai-je. « Pas bien » murmura ma femme.
Le médecin a emmené Bob dans son bureau il y a un moment. Il est sorti en ressemblant à un zombie et n'a pas dit plus de 3 mots depuis. Bob, dis-je en m'asseyant à côté de lui, tu vas bien? C'était une chose stupide à dire, je sais, mais bon sang, j'avais besoin d'une phrase d'ouverture. Steve, elle ne va pas aller mieux. Le médecin a dit qu'il y a peu, voire pas, d'activité cérébrale. Je ne sais pas ce que je vais faire, commença-t-il à pleurer dans ses mains. Je fis signe à tout le monde de reculer et de nous laisser seuls. Quelqu'un a-t-il prévenu les parents de Connie? Ils sont en route et devraient arriver d'une minute à l'autre. Steve, le personnel de l'hôpital me demande si Connie a un testament de vie et si elle portait une carte de donneur. Je commence à avoir l'impression qu'ils sont des vautours tournant autour de ma femme. Le médecin a eu le culot de me demander si, en cas de mort cérébrale, je considérerais débrancher la prise. Pour l'amour du Christ, il parle de ma femme, pas d'un morceau de viande, criait-il maintenant, sans se soucier de qui l'entendait. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement la réparer? Ces foutus médecins, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement la réparer? Les parents de Connie arrivèrent quelques minutes plus tard, et tous les trois entrèrent dans sa chambre. Il y eut beaucoup de pleurs bruyants et de jurons. Je pense que son père essayait en quelque sorte de blâmer Bob pour l'état de sa fille. Le médecin traitant entra, et environ 20 minutes plus tard, tout le monde sortit. Ses parents partirent le cœur brisé, sachant qu'ils n'auraient jamais la chance de reparler à leur fille. Nous quittâmes l'hôpital vers 20h et passâmes chez les parents de Cathy pour récupérer les enfants. Mon Dieu, j'espère ne jamais avoir à faire ce choix, ne cessais-je de penser. 48 heures plus tard, avec Bob, les parents de Connie et le médecin dans la pièce, ils éteignirent la machine qui la maintenait en vie. Elle partit doucement et paisiblement. Nous essayâmes de consoler Bob de toutes les manières possibles. Même si Connie avait été infernale pendant la dernière année et demie, Bob l'aimait vraiment. Dans des moments comme celui-ci, on se souvient généralement des bonnes choses, pas des moments difficiles. Les funérailles furent bondées, et il n'y avait pas un œil sec dans la maison, même les hommes pleuraient ouvertement. Bob le prit mal, prenant finalement un congé d'1 mois de son travail et rendant visite à sa famille à l'Est. Je lui dis que nous prendrions soin de sa maison jusqu'à son retour et de ne s'inquiéter de rien. Je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas, dis-je à ma femme en me préparant pour le lit. Cela avait été quelques semaines épuisantes, et les choses commençaient à revenir à la normale. Si je deviens jamais comme Connie, débranche simplement cette foutue prise. Il n'y a aucune chance que je veuille être branché à une machine comme ça pour toujours. Steve, ne parle même pas comme ça. C'était une erreur stupide de notre part, ça ne pourrait jamais nous arriver. Bob revint quelques semaines plus tard, quelque peu fonctionnel. Il demanda à Cathy de l'aider à trier les vêtements de Connie et à tout jeter. Je l'aidai à sortir son ensemble de chambres quand il en acheta un nouveau. Il semblait qu'après 3 mois, il commençait à accepter tout cela. Tout le monde se plia en 4 pour s'assurer qu'il reste impliqué et inclus dans toutes les fonctions sociales. 2 de nos voisins lui arrangèrent même quelques rendez-vous à l'aveugle, mais ça n'alla nulle part, c'était bien trop tôt. Alors, la vie continua, du moins je le pensais. Quand Bob retrouva cette étincelle dans ses yeux environ 6 mois plus tard, j'étais heureux pour lui. Et quand je le vis sourire et commencer à s'amuser à nouveau lors de nos rassemblements, j'étais soulagé qu'il soit sorti de cette foutue dépression dans laquelle il avait été si longtemps. Il se mêlait à tout le monde, nous avions enfin retrouvé notre vieux Bob. Avec le recul, j'aurais probablement dû le voir, et peut-être l'avais-je vu, mais ça ne s'était jamais vraiment enregistré. Cathy et moi étions toujours un couple heureux, seulement il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Nous étions aussi proches que toujours et faisions l'amour à peu près aussi fréquemment qu'avant que tout cela avec Connie et Bob ne se produise, mais je ne sais pas, peut-être était-ce juste mon imagination. Néanmoins, après quelques mois, je finis par demander directement à Cathy s'il y avait quelque chose qui la tracassait. Rien vraiment, Steve, pourquoi demandes-tu, répondit-elle, essayant de ne pas être sur la défensive. Tout va bien, me dit-elle en souriant. Peut-être que tu n'as pas eu assez de sexe. Si tu en veux plus, il te suffit de demander. Sexe, pensais-je à moi-même. Elle n'avait jamais appelé ça sexe, elle avait toujours dit faire l'amour. Et pourquoi devrais-je demander? Stupide, stupide moi. Je souris simplement, lui donnai un petit baiser sur les lèvres et éteignis mon cerveau. Je n'oublierai jamais le vendredi 20 août. Ce fut le jour où mon monde s'écroula autour de moi.
Cathy m'appela au travail pour me dire que nos enfants passeraient le week-end chez ses parents et me demanda à quelle heure je rentrerais. Chérie, dans ce cas, je m'assurerai de rentrer un peu plus tôt. Veux-tu que je prenne quelque chose de spécial en chemin? Ce ne sera pas nécessaire, j'ai juste besoin de savoir à quelle heure tu seras à la maison, c'est tout. D'accord. 1 million de choses commencèrent à défiler dans mon cerveau. En regardant ma montre, je remarquai qu'il était 15h30, 1h30 avant que je puisse partir. J'ajustai la bosse dans mon pantalon en pensant à tout le plaisir que nous aurions ce week-end. Je continuai à relâcher l'accélérateur en rentrant chez moi. Non, tu ne vas pas commencer mon super week-end avec une contravention pour excès de vitesse. Cependant, j'établis un nouveau record en arrivant chez moi en un peu moins de 28 minutes. J'aurais dû suspecter quelque chose en voyant 2 voitures dans mon allée, mais je ne l'ai pas fait, car j'ai reconnu l'une d'elles comme la nouvelle voiture de notre ami Bob. « Salut, chérie, je suis rentré », criai-je en entrant par le garage. Bob et Cathy étaient debout dans la cuisine. « Salut, Bob », le saluai-je. « Qu'est-ce qui se passe ? » ? « Steve, j'ai besoin de te parler de quelque chose. »« Pourquoi ne t'assieds-tu pas ?» Cathy était nerveuse, sa voix tremblait, elle continuait à se tordre les mains. « Quelque chose n'allait pas, je vais juste rester debout ici, dis-je à ma femme, les regardant tous les deux. « Steve, commença Bob avant que je ne lève la main pour l'arrêter. « Bob, reste en dehors de ça. C'est entre moi et ma femme. » Puis ça me frappa. Je la regardai, puis lui, puis à nouveau elle. « Bob, je pense que tu devrais partir maintenant. » Mes mains commençaient à se serrer en poing. « Bob, reste, dit ma femme. »« Steve, ça le concerne aussi. »« Bob, tu as 10 secondes pour quitter cette maison, et si tu ne le fais pas, tu pourrais partir dans un foutu sac mortuaire, avertis-je, ma colère bouillonnant. Il se dirigea vers la porte. « Cathy, toi et moi devons parler tout de suite, criai-je après elle. « Steve, il n'y a rien à dire. Je suis amoureuse de Bob, Steve. Je suis tellement désolé. » Mon esprit s'emballa. Depuis combien de temps cela durait-il ? Depuis combien de temps me trahissait-il ? Était-ce même avant qu'il ne pousse Connie à bout et ne la tue ? Bob avait arrêté sa retraite et me regardait. Il avait du feu dans les yeux. « Steve, tu ne sais pas. »« Oh, je pense que si, l'interrompis-je, bouillonnant de rage. Pendant tout ce temps où j'essayais de te consoler, tu te faufiles dans mon dos et te fais ma femme. Je devrais t'arracher la tête, espèce de... Eh bien, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, tu m'entends, criai-je, ressentant un mélange de trahison et de rage. Ils étaient maintenant debout ensemble, paniqués, pendant que je fulminais et délirais. Si vous pensez que je vais juste me coucher et vous laisser tous les deux me marcher dessus, vous vous trompez lourdement. Sortez tous les deux de ma maison, hurlai-je contre eux. Steve, c'est aussi ma maison, répondit Cathy, se remettant de sa frayeur. Plus maintenant. Le numéro 304 est autorisé, et tu tombes certainement dans cette catégorie, n'est-ce pas? C'était tout ce que je pouvais faire pour ne pas tuer les deux. Je serai hors de ta vue dès que j'aurai pris mes affaires. Pas question, tu vas partir tout de suite si tu sais ce qui est bon pour toi, Cathy, laissai-je échapper. Laisse-la partir, dit Bob en la faisant signe vers la porte. Écoute ton nouveau jouet, dis-je, essayant de provoquer Bob à faire quelque chose. Steve, je reviendrai chercher mes affaires quand tu te seras calmé. Tu seras mort et enterré d'ici là, admonestai-je avec autant d'amertume que je pouvais rassembler. Ils reculèrent tous les deux par la porte de la cuisine, ne me quittant jamais des yeux. Après ça, je devins fou. Au moins 2 bières et beaucoup de dégâts suivirent, suivis de vaisselle, notre micro-ondes et 4 murs partiellement ou totalement détruits. Pas mal pour 2 heures de travail. Il me fallut 4 voyages, mais je finis par sortir tout du placard de la chambre de Cathy. Je jetai tout sur la pelouse devant et réglai le minuteur de l'arroseur pour fonctionner pendant les 4 heures suivantes. Je fermai les portes, les verrouillai et mis les chaînes de sécurité. Pendant les 45 minutes suivantes, j'entendis beaucoup de cris et de hurlements, ça ne dura que jusqu'à la bière numéro 6, puis tout devint silencieux. Je suis un petit buveur, et 6 bières me mirent hors service jusqu'au lendemain matin, ce qui était probablement une bonne chose. En allant chercher le journal du matin, je vis que Cathy avait pris toutes ses affaires. Au moins, je n'aurais pas à les traîner jusqu'au trottoir, pensai-je, essayant de sourire de ce que j'avais fait, mais ça n'aidait pas. J'étais dévasté, et plus j'y pensais, plus je devenais enragé.
J'aurais probablement dû appeler mon frère et mes parents pour leur dire ce qui se passait, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas sûr de qui Cathy avait informé, bien que je sois presque certain que la plupart des gens ne savaient pas encore. Cependant, après la nuit dernière, je soupçonnais que la plupart de nos voisins savaient maintenant que quelque chose se passait. Ce matin, je m'en fichais vraiment. Quand j'appelais chez les parents de Cathy et essayais de parler à mes enfants, sa mère ne me laissa pas leur parler. Steve, Cathy les a récupérés hier soir, Fran. Hier soir, Cathy était trop occupée à ramasser ses vêtements sur notre pelouse devant. Laisse-moi parler à mes enfants, rugis-je au téléphone. Elle me raccrocha au nez. Je rappelai, mais elle ne décrocha jamais. Vieille sorcière, dis-je sous mon souffle. Je ne pensais toujours pas clairement, mais j'en savais assez pour limiter mes pertes en annulant toutes nos cartes de crédit. Je dis aux compagnies qu'elles avaient été volées et de les annuler immédiatement. J'allai à un distributeur automatique et retirai tout l'argent que la banque autorisait de nos comptes d'épargne et de chèques. Je me dis que lundi, je serai là quand les portes de la banque s'ouvriraient. Avec quelques tasses de café et quelques tranches de pain grillé en moi, je planifiais ma journée, changer le code de l'ouvre-porte du garage, acheter de nouvelles serrures pour toutes les portes, et sortir tout ce qui avait de la valeur pour l'apporter chez mon frère. J'étais sur le point de le faire quand la sonnette de la porte d'entrée retentit. J'allais presque ouvrir la porte, mais m'arrêter avec la main sur la poignée. Je regardai par le Judas et vis quelqu'un de l'autre côté avec une grande enveloppe en papier craft. Il resta là encore quelques minutes avant de partir. Il finirait par m'attraper, mais pas aujourd'hui. Je donnai à mon frère Gary et sa femme Andy les points forts, ou devrais-je dire les points bas, de la nuit dernière. Je lui dis de garder le sac de trucs sous silence et de ne rien dire à personne à ce sujet. Il dit qu'il était désolé, et j'étais d'accord avec lui que Cathy s'était transformée en un triste morceau de viande. Après quoi, je me dirigeai vers Home Depot avec 3 nouveaux jeux de serrure en main. Je rentrais chez moi, je me dis que ça me prendrait au plus 2 heures pour installer les nouvelles serrures. J'étais encore dans ma rue quand je vis la voiture de Bob dans l'allée. Il se tenait juste à l'extérieur de la porte du conducteur, regardant Cathy qui chargeait le siège arrière de sa voiture. J'aurais probablement dû continuer à conduire et attendre qu'ils aient fini, mais j'étais bien trop énervé pour ça. Au lieu de passer, j'accélérai avec les pneus qui crissaient, tournai dans mon allée et percutai l'arrière de la voiture de Bob. Bob eut juste assez de temps pour sauter dans sa voiture alors que la mienne entrait en contact. L'impact initial poussa sa voiture contre la porte fermée du garage. Je mis ma voiture en marche arrière, reculai d'environ 15 pieds et fonçai à nouveau. Cette fois, je poussai sa voiture à travers la porte du garage. Je pouvais à peine voir avec toute la vapeur qui montait dessous le capot de ma voiture. Le moteur de ma voiture faisait un bruit terrible, mais quand je la mis à nouveau en marche arrière, elle obéit. Je ne reculai que d'environ 10 pieds cette fois, et bien que j'aie mis le pied au plancher, ma voiture ne pouvait pousser la voiture de Bob que de quelques pieds avant, à mon grand désarroi, qu'elle ne cale. Mon cœur battait à plein régime quand je sortis de ma voiture, laissant mon adrénaline prendre le dessus sur mon cerveau. J'attrapai la batte en aluminium de mon fils à l'intérieur de la porte du garage et commençai à frapper fort pendant que Bob se recroquevillait sur le sol du siège avant de sa voiture. Je brisai les 2 vitres du côté conducteur et finis de détruire ce qui restait du pare-brise. J'étais sur le point d'ouvrir sa porte quand j'entendis des voix fortes derrière moi. « Lâche la batte et mets tes mains sur ta tête » ordonna une voix autoritaire. Je lâchai la batte et me retournai. 2 policiers se tenaient juste à l'extérieur du garage, armes dégainées. « Lâche la batte, mets tes mains sur ta tête et agenouille-toi maintenant » commandèrent-ils. Puisqu'ils n'allaient pas accepter un non pour réponse, je rendis ma batte et fis ce qu'ils ordonnaient. J'étais poussé en avant sur le sol du garage, menotté et mis à l'arrière de la voiture de patrouille. Ce n'est qu'alors que Bob sortit son triste cul de sa voiture. Il était plus que secoué et semblait aussi effrayé que n'importe qui que j'avais jamais vu. Je voulais sortir la tête par la fenêtre et lui dire que je ne raterais pas la prochaine fois, mais je n'en eus jamais l'occasion. Ma sorcière de femme pleurait, parlait aux policiers et me regardait. Je lui souris en retour. J'étais emmené au centre-ville, enregistré et on me donna un appel. J'appelai mon frère Gary. Puisque c'était le week-end, je dus passer 2 nuits en prison avant de pouvoir être présenté au tribunal le lundi matin. Mon apparition devant le juge dura environ 3 minutes. Je plaidai non coupable, et il fixa ma caution. Ce ne fut que tard dans l'après-midi que je pus payer la caution et sortir de prison.
Steve, il parle de tentative de meurtre ou au moins d'agression avec une arme mortelle, me dit Gary. Je sais, je l'ai entendu lors de mon audience initiale avant de plaider non coupable. D'abord, il faut que tu m'emmènes à la banque immédiatement. Elle a probablement vidé les comptes, mais je dois vérifier. Tout l'argent était parti de nos comptes d'épargne et de chèques, mais pas les CD et les obligations dans notre coffre-fort. Cependant, il y avait déjà une ordonnance du tribunal en place m'empêchant de les retirer. Tu aurais pu au moins me laisser $5 sur notre compte bancaire, tu es vraiment radine, tu sais ça, lui dis-je quand elle répondit à son portable. J'avais besoin de cet argent pour moi et les enfants pour vivre jusqu'à ce que le reste soit débloqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Bob ne gagne pas assez d'argent pour que vous viviez tous dessus? J'ai un paiement de maison à faire. Peut-être que je devrais juste faire un petit feu dans le salon, tu sais, juste pour enlever le froid, dis-je. Steve, arrête de parler comme un fou. Je suis désolé pour tout ça, mais tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'accepter et passer à autre chose? Je passerai à autre chose dès que tu renverras mes enfants à la maison, Cathy. Je ne peux pas faire ça, surtout dans ton état d'esprit actuel. Je ne pense pas que tu leur ferais du mal, mais je ne peux pas prendre ce risque. Une fois que tout ça sera fini, je te laisserai les voir autant que tu veux. Tu n'as pas à t'inquiéter pour les enfants, mais je ne peux pas dire la même chose de toi ou de ton copain Bob. Je raccroche maintenant, et c'est la dernière fois que je vais te parler. Désormais, tu devras passer par mon avocat. Je suis juste désolé que tout se soit passé comme ça. Cathy, tu n'as aucune idée à quel point toi et Bob allaient être désolés éventuellement, dis-je, mais elle avait déjà raccroché. Quand ma date de comparution arriva au calendrier quelques semaines plus tard, mon avocat plaida la folie temporaire de ma part. Il dit qu'après que Cathy m'ait parlé d'elle et Bob, j'avais complètement perdu la tête. Mes actions n'étaient pas préméditées mais plutôt impulsives. Cathy et Bob dirent tous les deux que je les avais menacés auparavant et, même s'il y avait une ordonnance de restriction contre moi, ils disaient qu'ils craignaient encore pour leur vie, et avec raison. Monsieur Moore, dit le juge après avoir regardé la déclaration de Cathy et Bob, avez-vous dit à Monsieur Kelly que s'il ne quittait pas votre maison, il partirait dans un sac mortuaire? Je ne me souviens pas de mes mots exacts, votre honneur. Ça aurait pu être quelque chose dans ce sens, mais comment vous sentiriez-vous si un de vos amis couchait avec votre femme dans votre dos? Il ne fut pas ému par mon argument. Mon avocat me réprimanda doucement. Steve, ne dis rien, tu comprends? À partir de maintenant, tu ne te souviens de rien de ce que tu as dit ou fait, c'est compris? J'essaie de les convaincre que tu ne savais pas ce que tu faisais. Dire au juge que c'était quelque chose comme ça n'aide pas ton cas. Il avait raison. Chris, mon patron et principal témoin de caractère, me soutint à fond. Il témoigna que j'étais un employé modèle, il ne m'avait jamais entendu prononcer un mot grossier, encore moins perdre mon sang-froid. Après le témoignage de Chris, l'affaire fut close. Je n'avais plus qu'à attendre la décision du juge. Il dit qu'il rendrait son verdict dans les prochains jours. Quand je retournai au travail le lendemain, mon patron me dit qu'il connaissait quelques voyous qui pourraient les faire disparaître tous les deux si je le désirais. Merci pour l'offre, mais c'est mon problème, et je vais le gérer à ma manière, lui dis-je. En rentrant du travail, je me demandais ce qu'ils auraient pu facturer pour faire le boulot. 6 mois et $112 000 plus tard, je finis par me faire avoir par mon ex-femme et le système. Le divorce fut prononcé, et elle obtint 50% de tout. La maison devait être vendue avec tout ce qui avait de la valeur. Elle avait dit au tribunal que tous ses bijoux avaient disparu et m'accusa de les avoir pris. J'expliquai que tous les miens avaient disparu aussi, ajoutant qu'elle avait dû tout prendre le jour de l'incident. Au moins, je n'eus pas à compenser sur ce point. Le système enfonça la dernière vie, 1 an en prison. Ils sont fous, criai-je à mon avocat en entendant le juge lire la sentence. Steve, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu le tuer, et alors tu aurais été condamné pour homicide involontaire. Regarde, avec un bon comportement, tu seras dehors en moins de 8 mois, et si tu restes clean, ça disparaît de ton casier en 2 ans au lieu d'avoir une condamnation pour felonie sur ton casier pour le reste de ta vie. Il est temps de sortir et de passer à autre chose avec ta vie. C'était facile pour lui de dire, ce n'était pas lui qui allait passer 24 heures par jour en prison. J'interjetai appel du jugement, mais après 3 mois, je n'arrivais nulle part. En moins d'1 an, ma vie était passée de quelque chose de génial à... J'avais Cathy et Bob à remercier pour ça. Steve,
Ton boulot t'attendra quand tu sortiras. Ne fais rien de stupide là-dedans et surveille tes arrières. Ce furent les 2 seules suggestions de Chris, mais elles étaient bonnes. Après avoir vu mes enfants pour la dernière fois un dimanche, je me rendis au tribunal. J'étais placé dans l'établissement du comté et commençai mon incarcération. J'avais tout vérifié sur Internet avant d'y arriver et pensais connaître tous les tenants et aboutissants, mais regarder en ligne et être réellement là étaient 2 choses totalement différentes. J'avais fait mettre de l'argent sur mon compte de détenu par mon frère pour pouvoir au moins acheter des choses, mais je découvris que la plupart des trucs étaient de la malbouffe et des choses dont je n'avais pas l'usage. Alors, sans téléphone portable ni ordinateur, j'écrivais mes pensées sur un bloc de papier et, une fois toutes les 2 semaines, je faisais mes appels en PCV à mon frère, ma mère et mes enfants. Je voulais rester au courant de ce qui se passait dans le monde réel. Steve, m'informa mon frère lors d'une visite, je m'assurerai que ta voiture soit réparée avant que tu sortes. Je connais un gars qui le fera pour ce que l'assurance paiera s'il peut le faire pendant ses temps morts. Je m'assurerai cependant qu'il le fasse avant que tu sortes. J'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de ta pelouse, et j'ai remarqué que tu n'avais pas installé les nouveaux verrous, alors je les ai fait mettre. J'ai dit à Cathy que si elle voulait entrer, elle devrait me donner un préavis de 24 heures. La dernière fois qu'elle était là, elle a pris le reste de ses vêtements et ceux des enfants. Elle voulait prendre leur lit, mais je lui ai dit que j'aurais besoin de voir une ordonnance du tribunal pour qu'elle retire des meubles de la maison. Elle s'est un peu énervée contre moi, mais a laissé tomber. J'étais content que mon frère veille sur mes intérêts. Cathy permettait à mes parents de voir mes enfants tous les 2 dimanches l'après-midi. Elle devenait agaçante chaque fois qu'elle disait qu'elle le faisait par courtoisie parce que, comme elle le disait, il ne faisait plus partie de sa famille. Il semble que Cathy parlait mal non seulement de moi mais aussi de toute ma famille, d'après ce que ma mère pouvait glaner des enfants. Cathy commença à m'appeler leur père en prison et leur dit que quand je sortirais, elle allait me parler de ce que j'étais et n'était pas autorisée à faire avec eux. Elle était vraiment une sorcière. Cependant, mes parents suivaient tout ce qu'elle leur demandait. Je voulais qu'ils lui disent d'aller se faire voir et de lui claquer la porte au nez, mais ils ne le firent pas. Ils parlèrent de maintenir des lignes de communication ouvertes avec elle. À témoin 7 jours, je contactai mon avocat pour confirmer mes privilèges de visite. J'aurais les enfants un week-end sur 2 et un mois complet en été. Les vacances étaient divisées en 2 et alterneraient chaque année. Je fis savoir à mon patron que je sortais. Je lui dis que j'aurais besoin d'une semaine pour me réadapter et tout remettre en place dans ma vie. Je n'avais jamais été aussi heureux de rendre ma combinaison orange et de mettre mes vêtements de ville. Gary m'attendait dehors. Nous nous arrêtâmes au premier bar que nous trouvâmes. À la liberté, dis-je en touchant nos bouteilles et en descendant lentement la première des 3 bières. Andy avait préparé un repas digne d'un roi qui nous attendait quand nous rentrâmes à la maison, un dîner de steak avec tous les accompagnements, exactement comme tu l'avais demandé. Je me dis que tu peux passer les premières nuits avec nous jusqu'à ce que tu puisses trier tes affaires à la maison. Elle est toujours en vente, mais il n'y a pas eu la moindre offre dessus. Cathy voulait baisser le prix, mais elle a besoin de ton accord pour ça. Je souris. Tu as encore tous les meubles dans la maison, mais comme per tes instructions, j'ai jeté l'ensemble de la chambre principale. Le dîner était génial, je mangeais plus que je n'avais mangé au cours des 8 derniers mois. Débouclant ma ceinture et avec un verre de vin à la main, je savourais le vrai goût d'avoir la liberté de faire ce que je voulais quand je voulais. Non seulement je mangeais trop, mais je bus aussi trop. Je me souviens vaguement de 5 ou 6 bières et d'au moins 3 verres de vin. Il était plus de 10 heures le lendemain matin avant que je me réveille, et bien après 11 heures avant que je puisse enfin m'asseoir et aller à la salle de bain sans tomber. Je trébuchais en descendant les escaliers jusqu'à la cuisine. La note sur le comptoir disait tout, si tu lis ceci, tu as survécu à la nuit dernière. Il y a du café préparé, et tout ce que tu pourrais vouloir d'autre est dans le réfrigérateur. Dans une salle de bain de rechange, il y a du savon, un rasoir et de la lotion à raser, une brosse à dents et du dentifrice. S'il te manque quoi que ce soit d'autre, nous l'achèterons ce soir quand je rentrerai du travail. Les clés de ta voiture et de la maison sont sur le porte-clés près de la porte arrière. J'espère ne pas avoir à te dire de ne rien faire de stupide. À ce soir vers 17h30. Je suppose que mon frère me connaissait mieux que je ne le pensais. 2 tasses de café et un muffin anglais furent tout ce que je pus avaler. Après une douche et un rasage, je me sentis presque humain à nouveau. Gary avait préparé un changement de vêtements propre pour moi, et en 1 heure, j'étais en route pour ma maison. L'extérieur de la maison semblait le même.
Je pense que je suis resté assis dans ma voiture nouvellement réparée pendant au moins 10 minutes avant de sortir. Des souvenirs, bons et mauvais, inondèrent mon cerveau. Je vis le nouveau verrou à peine dormant et, avec un tour de clé, j'étais à l'intérieur. C'était un désordre, des choses jetées partout, on aurait dit que quelqu'un avait été pressé d'entrer et de sortir de là. Des morceaux de vêtements étaient éparpillés sur le sol, la cuisine était à moitié propre, et le réfrigérateur contenait encore la nourriture qui était là il y a des mois. Le dos contre l'évier, je vis les dégâts sur le mur où mon poing avait essayé de passer à travers mais avait trouvé un montant à la place. Je frottais mes jointures, me souvenant de ce que ça faisait cette nuit-là quand j'étais entré et les avais trouvés tous les deux en train de m'attendre. Je jurais sous mon souffle. En montant à l'étage, les placards des enfants étaient vides, mais il y avait quelques souvenirs qu'ils avaient soit oubliés, soit n'avaient pas eu le temps de prendre. Ma chambre était vide, à l'exception de ma commode et de mes vêtements suspendus dans le placard. Je pouvais voir les taches sombres sur la moquette là où son lit et sa triple commode avaient été. Cette pièce devrait être vidée et refaite avant que je n'y remette les pieds. Le reste de la maison était tel que je l'avais laissé, elle aurait besoin d'un bon nettoyage si elle devait un jour être vendue, mais je n'étais absolument pas pressé de la vendre. Je m'assis à la table de la cuisine et commençai à faire une liste de ce qui devait être fait. J'aurais probablement pu faire la plupart des réparations moi-même si je l'avais voulu, mais à ce stade de ma vie, je voulais juste que ce soit fait. Pliant la liste, je la mis dans ma poche et me dirigeai vers la banque. Je ne fus pas surpris quand je regardai dans le coffre-fort et découvris qu'elle avait tout vidé. J'avais besoin d'une preuve écrite de la banque qu'elle avait tout pris. On me dit qu'ils avaient des enregistrements vidéo de la zone du coffre-fort si j'avais besoin de preuves supplémentaires. Un appel à mon avocat confirma qu'elle avait tout pris, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait déjà déposé une motion auprès du tribunal pour tout récupérer. Je suppose que nous avions gagné le premier round puisque le tribunal avait déjà ordonné à Cathy de rendre tout ce qu'elle avait pris dans le coffre-fort au tribunal. Mon avocat me mit à jour sur le reste. Steve, elle offre sa part de la maison pour ta part des CD et des obligations. Je lui ai dit de tout rendre comme le tribunal le lui a ordonné, ou je la ferai arrêter pour non-respect d'une ordonnance directe du tribunal. Elle est folle si elle pense que ça m'importe que je sois aussi sur sa liste. Mon travail est de te représenter légalement et toi seul, en m'assurant que tes intérêts sont protégés. C'est la raison pour laquelle on engage un avocat, me dis-je. De retour chez moi, je fis un inventaire de ce que j'avais encore. Je connaissais un entrepreneur local dans le quartier et notai de l'appeler pour réparer les murs. J'appelai ensuite Marie-Med pour venir faire un nettoyage complet, surtout dans la cuisine et la salle à manger où j'avais jeté le micro-ondes et lancé la vaisselle contre le mur. Dommage que ce ne soit pas la belle porcelaine de la grand-mère de Cathy. Personne n'avait coupé l'électricité, le téléphone ou l'eau, donc je me dis qu'avant le week-end, je pourrais emménager à nouveau dès que j'achèterai un lit. Je ne cherchais pas un ensemble complet de chambres, juste un lit queen size. Ça faisait une éternité que je n'avais pas magasiné même pour un matelas, et il y avait 1 million de styles et de types de matériaux, sans parler des prix à choisir. On pouvait payer de $500 en bas de gamme à bien plus de $7 000 en haut de gamme. Je voulais juste quelque chose sur quoi dormir. Je me contentais d'un bon sommier, matelas et cadre pour un peu plus de 900 points au moins maintenant, je n'aurais pas à m'inquiéter de dormir sur un matelas sur lequel quelqu'un avait trahi mon ex-femme. L'entrepreneur vint le samedi matin pour me donner un prix sur la réparation d'Est-GTS. Tes murs sont sacrement solides, c'est qu'a dû faire un mal de chien quand tu as frappé c'est foutu mon temps, dit-il avec un gère sourire. Je v'cus t'éclès trousoyante par c'est une nouvelle couchée de peinture blanchie applique, rien d'espécial, lui dis-je point y pris de quelques notes en regardant les gats qui avait fait sox 4 murs. Que penses-tu de 200? Au moins maintenant, je n'aurais pas à m'inquiéter de dormir sur un matelas sur lequel quelqu'un avait trahi mon ex-femme. Hank, l'entrepreneur, vint le samedi matin pour me donner un prix sur la réparation des dégâts. Tes murs sont sacrément solides, ça a dû faire un mal de chien quand tu as frappé ce foutu montant, dit-il avec un léger sourire. Je veux juste que les trous soient réparés et une nouvelle couche de peinture blanche appliquée, rien de spécial, lui dis-je. Il prit quelques notes en regardant les dégâts que j'avais faits aux 4 murs. Que penses-tu de 200? Au moins maintenant, je n'aurais pas à m'inquiéter de dormir sur un matelas sur lequel quelqu'un avait trahi mon ex-femme. Hank, l'entrepreneur, vint le samedi matin pour me donner un prix sur la réparation des dégâts. Tes murs sont sacrément solides, ça a dû faire un mal de chien quand tu as frappé. Ce foutu montant, dit-il avec un léger sourire. Je veux juste que les trous soient réparés et une nouvelle couche de peinture blanche appliquée,
Rien de spécial, lui dis-je. Il prit quelques notes en regardant les dégâts que j'avais faits aux 4 murs. Que penses-tu de 200? Ça semble sacrément bas. Eh bien, c'est mon prix, prends-le ou laisse-le. Hank, il me reste encore de l'argent, je ne veux pas profiter de notre amitié. Steve, que tu le saches ou non, tu m'as rendu, à moi et à tous les autres gars de ce quartier, un grand service. Après ton incident avec Bob dans la voiture, la plupart d'entre nous t'ont un peu admiré. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ça avait été ma femme et moi, mais elle et toutes les femmes du quartier savent maintenant que leur mari ne tolérerait jamais ce que ta femme t'a fait. Hank prit une profonde inspiration, se recomposa et continua. Permets-moi de réitérer, tu es notre héros de quartier. Ça me fit un peu sourire, mais il ne connaissait pas la moitié de ce que c'était que d'être à ma place. Je le remerciai et dis qu'il pouvait commencer quand il voulait. Avec ça, toutes les choses faciles sur ma liste étaient faites. En 6 semaines, toutes les obligations et les CD avaient été rendus à notre coffre-fort bancaire, la maison avait été réparée et nettoyée professionnellement. La vie commençait à revenir à ma nouvelle normalité. Quand mes enfants passèrent leur premier week-end complet avec moi, nous étions tous un peu appréhensifs. En d'autres termes, personne ne savait vraiment quoi dire. Les enfants, je sais que ça va être un peu étrange pendant un moment, mais c'est toujours votre maison. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le simplement. Je ne veux pas que vous pensiez que vous ne pouvez pas dire ou me dire ce qui vous préoccupe par peur de blesser mes sentiments. Au cours de la dernière année, ma peau s'est beaucoup épaissie, et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que vous puissiez dire qui me choquerait encore. Je pense qu'ils étaient un peu soulagés que j'ai brisé la glace. Papa, tu sais que nous t'aimons tous les deux, et nous sommes désolés que maman ait fait ça, dit John. Heather hocha la tête en accord. Papa, nous ne savions pas pour Bob jusqu'à cette semaine-là quand maman a dit que nous allions vivre chez lui. Nous n'étions pas contents, nous ne le sommes toujours pas. Il n'y avait rien que vous puissiez faire, c'était le choix de votre mère. Même si Bob n'était plus dans le tableau, votre mère et moi ne nous remettrions jamais ensemble. Ce que nous avions est fini et terminé, et nous allons tous devoir faire avec. Je veux juste que vous sachiez que je suis toujours votre père, que je vous aime, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour vous. Nous nous enlaçâmes tous, et une pizza et un film commencèrent et terminèrent la soirée. Voulais-je rabaisser et critiquer leur mère infidèle? Bon sang, oui. Seulement, je n'allais pas me rabaisser à son niveau, pas encore en tout cas. Notre premier week-end fut un succès à mon avis. Nous commençâmes sur une note hésitante mais finîmes comme nous l'avions toujours été, une famille. Cependant, dans ce nouveau type de famille, nous étions ensemble mais séparés. La seule chose que je fis fut de faire couper les cheveux de John correctement, plus de coupe en taureau pour lui. À l'extérieur, la vie continuait. J'allais au travail, avais une petite vie sociale avec mes amis du quartier et remplissais le reste de mon temps avec les enfants. Quand John commença le soccer et Heather la danse, je devins encore plus occupé. Tout le monde sauf mon frère me disait de passer à autre chose, de recommencer ma vie. Tu es encore jeune, tu peux te trouver une autre fille, te marier, avoir une nouvelle vie, disait-il. À eux, je disais simplement, foutez-vous et le cheval sur lequel vous êtes montés. J'avais gâché 14 ans sur cette sorcière, et si je voulais encore être en colère, j'avais tous les droits de l'être. Les paroles étaient bon marché, ils n'avaient pas traversé ce que j'avais vécu au cours des 2 dernières années. Parfois, on a juste besoin de cette livre de chair pour faire disparaître la douleur et la blessure, et c'est ce que j'allais obtenir d'une manière ou d'une autre. Cathy voulait baisser le prix de la maison, je refusai catégoriquement. Elle était totalement énervée. Steve, ça ne se vendra jamais à ce prix sur ce marché en baisse. Nous devons le baisser d'au moins $20,000 pour le faire partir. Si tu veux renoncer à $20,000 de ta part, je suis d'accord, mais sinon, le prix reste tel quel. Bien que je traînasse des pieds, nous finîmes par diviser les obligations et les CD. Elle dépensa les siens en moins de 3 mois pour une nouvelle voiture et des vacances pour elle et Bob. Pas moi, je mis tout en banque. Ce serait le début de mon petit pécule, en quelque sorte. 8 mois et demi après ma sortie de prison, il y eut un incendie chez Bob. Il fut rapporté que pendant qu'ils étaient à un match de soccer, quelqu'un avait aspergé l'intérieur de la boîte électrique et l'arrière de la maison avec de l'essence et y avait mis le feu. Quand l'incendie fut éteint, la moitié arrière de la maison était détruite. De plus, il n'avait plus d'électricité. Le lendemain, j'avais 2 policiers à ma porte d'entrée. Un voyage au poste de police ne leur servit à rien.
Vous voyez, j'étais à une fête de quartier et avait pas moins de 10 témoins pour confirmer mon alibi. Steve, tu n'étais qu'à un pâté de maison, tu aurais facilement pu t'éclipser et faire ça, accusa l'un des officiers. Prouve-le, fut ma seule réponse. Je l'ai laissé continuer un peu, mais quand j'en eus assez, je fis mon mouvement. Si ça ne vous dérange pas, je m'en vais d'ici, dis-je en me levant. Monsieur Moore, nous n'avons pas fini avec vous, dit le plus grand des deux flics. Je suppose qu'il jouait au bon flic, mauvais flic. Soit vous me mettez en accusation, soit vous me relâchez, soit j'appelle mon avocat parce que je ne dirai plus un mot, leur dis-je en sortant mon portable et en les regardant. Nous allons vous relâcher, mais nous garderons un œil sur vous. Je souris intérieurement tout en cochant mentalement ma liste de choses à faire, 1 de fait, 2 à faire. Je me portais volontaire pour prendre mes enfants parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans une maison sans électricité. Les réparations de la maison de Bob allaient prendre au moins 2 mois, donc nous 3 eûmes une petite vacance ensemble. Steve, je sais que tu l'as fait, peu importe ce que dit la police, dit une Cathy suspicieuse en récupérant les enfants un soir pour le dîner. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'étais avec tous nos bons amis, ou devrais-je dire mes bons amis. Dommage que toi et Bob ne soyez plus invités au rassemblement. Peut-être que je pourrais mettre un bon mot pour vous, suggérai-je sarcastiquement, souriant intérieurement. Ne te donne pas cette peine, nous n'irions pas même s'il nous suppliait, répondit-elle, semblant amère. Eh bien, je suppose que vous avez l'un l'autre, et c'est tout ce qui compte, du moins pour l'instant, dis-je. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, répondit Cathy, les yeux écarquillés. Rien, je voulais juste dire que vous avez tellement de chance de vous avoir l'un l'autre, c'est tout, souris-je, et pas seulement intérieurement cette fois. Les enfants voulaient passer de plus en plus de temps avec moi, ce qui ne plaisait ni à Cathy ni à Bob. À plus d'une occasion, j'entendis parler de disputes entre Bob et les enfants, eux lui disant qu'il n'était pas leur père et de cesser d'agir comme s'il l'était. Cathy essaya d'intervenir mais finit par me dire de ne pas continuer à semer la discorde entre Bob et les enfants. Cathy, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne dis jamais du mal de toi devant les enfants. Tu es leur mère, et je leur ai dit à plus d'une occasion qu'ils doivent t'écouter et faire tout ce que tu leur demandes. Et Bob ? Eh bien, c'est un salaud suceur de sang qui poignarde dans le dos et dont la mère aurait dû l'étouffer à la naissance. À part ça, je suppose qu'il est assez sympa. Si les regards pouvaient tuer, je serais déjà mort. Il est bon avec tes enfants, et je ne veux plus que tu le critiques devant eux. Ça n'arrivera pas. Il est moins que rien pour moi, et je prie seulement d'avoir la chance de pisser sur sa tombe un jour. Elle me lança un regard. Alors aide-moi, commença-t-elle à dire. Qu'est-ce que tu vas faire, Cathy ? Me tromper, divorcer de moi, me mettre en prison, faire de ma vie un enfer ? Oh attends, tu m'as déjà fait toutes ces choses, n'est-ce pas ? Je suppose que tu ne peux vraiment plus rien me faire, hein ? Pourquoi ne retournes-tu pas auprès de ce morceau de merde que tu appelles un mari et me laisses tranquille ? Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et retourna chez elle. Et dire que j'ai aimé cette salope, dis-je à moi-même en la regardant s'éloigner. Le travail allait bien. Il ne me fallut pas plus de quelques semaines pour me remettre à niveau une fois de retour. Chris me poussait à prendre en charge 4 comptes supplémentaires. Cela prendrait du temps supplémentaire, mais sans les enfants ou qui que ce soit d'autre à la maison, qu'avais-je d'autre à faire le soir ? Après avoir établi un contact initial avec les clients, je planifiais plusieurs voyages de 2 jours dans chaque établissement pour me familiariser avec leurs opérations. 3 des comptes furent un jeu d'enfant et, en fin de compte, n'ajouterait que peu à ma charge. Mais le 4e, TWW Incorporated, était une toute autre affaire. Ils étaient en plein changement de leur processus de fabrication, et il allait me falloir un voyage par mois juste pour suivre tous les changements. La personne qu'il m'avait initialement assignée pour suivre les changements laissait beaucoup à désirer. Il était compétent mais très désorganisé. Les données dont j'avais besoin, je ne les obtenais jamais, et quand je le pressais pour ce que je voulais, il devenait un peu arrogant avec moi. Chris, je ne veux pas faire des vagues, mais si je n'obtiens pas ce dont nous avons besoin, je ne pourrai pas faire les changements ici, et à la fin, nous bousillerons leur système, expliquai-je. Après 2 appels, on me donna un émissaire entre l'ingénieur et moi-même. À partir de ce jour, je rencontrai une femme nommée Monica qui travaillait directement avec l'ingénieur. Steve, Monica Bradley, dit-elle en se présentant et en me tendant la main pour que je la serre. Elle avait un diplôme en ingénierie des procédés mais n'était avec cette entreprise que depuis environ 5 ans.
Nous travaillions très bien ensemble, d'une manière ou d'une autre, elle m'obtenait tout ce dont j'avais besoin, par n'importe quel moyen. Quand nous fûmes à environ 2 semaines de terminer la phase 1, je l'invitai à dîner pour plus tard ce soir-là. Monica, j'aimerais vous inviter, toi et ton mari, à dîner ce soir en petit merci pour toute ton aide, lui dis-je. Le Hilton où je séjourne a un excellent restaurant, alors pourquoi ne planifiez-vous pas de me rejoindre là-bas vers 18h? Nous nous serrâmes la main, et j'étais hors de l'usine à 16h30. Pendant l'heure suivante, je rattrapais mon retard sur la paperasse et les emails. Avec 50 emails en attente, je me demandais ce que les gens faisaient avant Internet. À 5 minutes avant 18h, je descendis les escaliers et entrai dans le restaurant. On me montra une table, et j'attendis que Monica et son mari arrivent. À 18h précise, Monica entra dans le restaurant, toute seule. Je lui fis signe de venir à la table et me lever pour la saluer. « Où est ton mari ? En train de garer la voiture ? Steve, je ne suis pas marié. » Oh, je suis désolé, j'ai juste supposé, dis-je en regardant les bagues à sa main tout en tirant sa chaise. Je porte ces bagues comme moyen de garder tout professionnel au travail. Personne ne va risquer de draguer une femme mariée et se retrouver avec une plainte pour harcèlement sexuel, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles au travail. De plus, il semble promouvoir les individus mariés beaucoup plus vite que les célibataires pour une raison quelconque. Je pense que la raison est que les employés mariés semblent plus stables. « Comment t'en sors-tu lors des fonctions de l'entreprise et des choses comme ça ?» demanda-t-elle. Je dis juste à tout le monde qu'il est. Soit en déplacement, soit que quelque chose d'autre est venu. Je l'ai fait tellement de fois qu'il ne me pose même plus la question. « Eh bien, tu m'as bien eu, c'est sûr, dit-elle. » Nous eûmes un dîner merveilleux, et à la fin de la soirée, je lui avais donné les grandes lignes de mes 2 dernières années. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, ça craint vraiment. Tu me le dis. Eh bien, c'est maintenant dans le passé, et je passe à autre chose avec ma vie, ou ce qu'il en reste. J'essayais en fait de me calmer un peu et de reconstruire ma vie, mais la vengeance était toujours en haut de ma liste. Bon sang, Steve, tu es encore jeune, et il y a une centaine de femmes là-dehors qui adoreraient un gars comme toi, sourit-elle, rougissant un peu aussi. Tu as probablement raison, mais je n'ai eu ni le temps ni l'ambition de me remettre dans le bain des rencontres. Je suis encore un peu méfiant. Eh bien, tu m'as invité à sortir, n'est-ce pas, intervins-je. Eh bien, si je n'avais pas été marié, m'aurais-tu quand même invité à sortir? Tu sais, je l'aurais probablement fait. Tu es facile à parler et à côtoyer, mais surtout, pas une idiote pathétique comme mon ex. Je vais prendre ça comme un compliment, je pense, dit-elle en riant. Le reste du dîner se passa très bien. Je partis le lendemain et ne reviendrai pas avant presque un mois. Je lui dis de m'appeler chaque semaine, surtout si quelque chose survenait. Je commençais à me sentir plus à l'aise avec les femmes, même celles qui n'étaient pas dans mon cercle proche. Nous sortions la plupart des soirs quand je visitais là-bas, ce qui se révélait être toutes les 2 semaines. J'avais encore plus de quelques problèmes de confiance, mais j'y travaillais. Les appels téléphoniques et les emails nous permettaient de rester en contact. Après quelques mois, nous avions commencé à nous embrasser et à faire quelques autres choses. J'étais enfin prêt à passer au niveau supérieur. Redevenais-je normal? Quand Monica dit qu'elle avait un conflit le mercredi soir, je n'y pensais rien. Nous avions été très actifs le mardi soir, et j'avais oublié d'acheter un paquet de préservatifs. Steve, planifions toute une soirée pour jeudi, dit-elle en me donnant un baiser plein sur les lèvres à la porte. Jeudi, j'allais me souvenir d'apporter la protection. Mercredi, je sortis la carte de la ville et cherchai un restaurant où je n'étais pas encore allé. Après 6 voyages, j'avais mangé dans tous les endroits locaux, donc ce soir-là, je partis en mission de recherche, comme j'aime l'appeler. Je trouvai un bon restaurant indien à environ 25 minutes de là où je séjournais. Je m'assis dans un box d'angle, commandai une bière, l'assiette complète d'échantillons et étais prêt à me détendre. Je ne les vis pas rentrer, mais j'entendis un rire familier juste après avoir reçu mon repas. Je changeai de côté dans mon box et souhaitais ne pas l'avoir fait. Il y avait Monica et un gars à une table à pas plus de 20 pieds de moi, et d'après ce qu'on pouvait voir, ce n'était pas un premier rendez-vous. Ils parlaient, riaient, se tenaient la main et ne perdaient jamais le contact visuel. Après 5 minutes à regarder leur jeu de lèvres, je perdis l'appétit. Je finis ma bière, payai mon addition et sortis de là. Elle n'avait pas l'air si conflictée, pensai-je à moi-même. Je restai loin d'elle autant que possible le jeudi.
Au lieu de manger à l'intérieur, j'allais seul chez McDonald's pour le déjeuner. À 15 heures, Monica commençait à devenir mon ombre. Elle souriait et flirtait, caressant même mon avant-bras inférieur quand nous étions assez proches pour nous toucher. « As-tu réglé ton conflit hier soir ?» demandai-je. « Oui, et ce soir, tu es tout à moi » répondit-elle en souriant. Je pensais, je connais un restaurant calme et intime que tu pourrais aimer. Je l'ai trouvé hier soir, et l'assiette d'échantillons est fabuleuse, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Quel type de nourriture est-ce ? demanda-t-elle. De la nourriture indienne, répondis-je. Son visage perdit toute couleur. J'y étais hier soir, et peux-tu croire qu'à un restaurant de l'autre côté de la ville, j'ai vu quelqu'un que je connaissais ? Quelles sont les chances de ça, Monica ? Je ne clignais jamais des yeux. Steve, je peux expliquer. Pas besoin. J'aurais probablement dû réaliser quel type de fille tu étais cette première nuit au restaurant. Je me suis débarrassé d'une sorcière menteuse, et je n'ai certainement pas besoin d'une autre. Je m'éloignai, écourtant mon voyage ce mois-là. Après ne pas avoir répondu à 4 emails, je n'en reçus plus jamais. Les problèmes de confiance semblaient encore me hanter. Je pensais avoir enfin commencé à les surmonter, mais Monica les avait ramenés avec vengeance. Ils m'assignèrent quelqu'un d'autre lors de mon prochain voyage, heureusement un gars. 3 mois plus tard, je reçus un cadeau de Noël anticipé. Le parking du bureau de Bob était situé de l'autre côté de la rue de son immeuble. Il y avait un feu de circulation à 4 voies au coin avec un passage piéton et un signal. C'était un vendredi soir, vers 17h10. Bob était pressé de rentrer chez lui et, dès que le feu du passage piéton s'alluma, il commença à traverser la rue. Il ne remarqua jamais la voiture qui grillait le feu à sa gauche. Ça arriva si vite que les gens les plus proches de Bob n'eurent pas le temps de l'avertir. Le côté avant droit de la berline noire le heurta, et il vola par-dessus le capot et s'écrasa dans la rue. Aucune des 2 femmes qui assistèrent au délit de fuite ne put bien voir la voiture, encore moins le numéro de la plaque d'immatriculation. Tout ce qu'elles dirent, c'est que c'était une voiture noire à 4 portes avec des vitres teintées, ce qui correspondait justement à ma BMW noire. Je parlais à mon voisin d'un accent grave côté le samedi soir quand la voiture de police s'arrêta dans mon allée. Les 2 policiers sortirent de leur voiture et marchèrent jusqu'à là où nous parlions. « Monsieur Moore, nous aimerions vous parler » dit le plus petit des 2. « Bien sûr, pas de problème. »« Tom, je te recontacterai plus tard à propos de la fête » dis-je à mon voisin. Tom retourna lentement chez lui, nous observant en partant. « Monsieur Moore, vous possédez une BMW 320i noire de 2002 » dit l'autre policier en lisant son carnet. « C'est exact » répondis-je, me demandant ce qui se passait. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ai-je oublié de payer une contravention ou quelque chose ?» plaisantai-je, mais ils ne rirent pas. « La voiture est-elle ici ?» demanda l'officier. « Oui, elle est dans le garage. »« De quoi s'agit-il ? » ?»« Monsieur, nous aimerions voir la voiture maintenant, s'il vous plaît. » Ma voiture, étant une 2002, n'était pas neuve et, même si elle avait été réparée après la nuit où j'avais percuté la voiture de Bob, elle avait sa part de bosses et d'éraflures, mais elle était payée et roulait encore bien. L'un des flics retourna à sa voiture et prit un appareil photo pendant que j'entrais dans la maison et appuyais sur l'ouvre-porte du garage. Ils allèrent du côté avant droit de la voiture et commencèrent à prendre des photos. « Pouvez-vous me dire comment vous avez eu ces éraflures et marques sur le pare-choc ?» demanda l'un d'eux. « Aucune idée. Si vous voulez vraiment savoir, j'ai acheté cette voiture neuve, et après 8 ans, il est normal qu'il y ait quelques éraflures et bosses. Maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions, peut-être pouvez-vous répondre à une des miennes. Que se passe-t-il, et qu'est-ce que ça a à voir avec ma voiture ? Monsieur Moore, il y a eu un accident avec délit de fuite hier après-midi, et les témoins ont dit que c'était une berline noire avec des vitres sombres, ce qui correspond à la description de votre voiture et à 1 million d'autres dans cette ville, répondis-je, commençant à m'agacer. Pourquoi moi ? Ma plaque d'immatriculation correspond-elle au véhicule, ou quelqu'un m'a-t-il identifié comme le conducteur ? Les 2 témoins n'ont vu que la voiture. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de dégâts significatifs à l'avant, et je peux rendre compte de mes allées et venues d'environ 8h du matin à 18h hier. Pourquoi s'en prendre à moi ? C'est votre histoire avec l'individu et vos menaces qui ont motivé cette visite. Nous allons partir maintenant. Nous apprécions votre coopération. Attendez 1 minute, criai-je aux 2 alors qu'ils commençaient à redescendre l'allée vers leur voiture. Qui étais-je censé avoir renversé, de toute façon ?
Un certain monsieur Robert Kelly, répondit l'un d'eux. Je commençai à sourire. Est-il mort? Non, monsieur, mais en état critique. Ils firent une pause 1 minute, puis continuèrent à marcher vers leur voiture. Je leur fis un signe d'adieu, entrai dans ma maison et ouvris une bouteille de vin. Je commandai une pizza et en mangeai presque toute. Je réussis cependant à boire toute la bouteille de vin en célébration. Le quartier était en effervescence avec les ragots sur Bob. Ce gars ne peut. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.